chouettes sont gentilles. En tout cas, elles ont l'air d'être très douces. Mais elles ont un bec croché et de terribles pattes griffues. Cela s'appelle des cerfs. Oh, j'ai très peur. Moi, j'ai une idée. On va jouer aux chouettes et aux souris. Et je serai une chouette. Mais il fait grand jour. Ah oui, ça... Alors on attend la nuit. Oh, je voudrais jouer tout de suite. Oh ouais. Je vais plutôt vous raconter une histoire. Une histoire de chouette alors. C'est une jolie chouette en peluche beige, avec de grands yeux ronds. La chouette d'Émilie. Quand Émilie a du mal à s'endormir, sa maman tire la ficelle qui pend entre les pattes de la chouette et une jolie musique se met à chanter à l'intérieur du ventre en peluche. Les mois, les années ont passé. Émilie a grandi. Souvent, avant de fermer les yeux, elle tire sur la ficelle et s'endort, la musique contre son oreille. La chouette d'Émilie, la petite chouette, vit heureuse. Pourtant, la nuit, elle regarde souvent du côté de la fenêtre. Elle voit le grand ciel bleu tout piqué d'étoiles. Comme j'aimerais me promener au clair de lune. Une fois seulement. Une nuit d'été, la petite chouette se glisse hors du lit, s'envole et se pose sur le bord de la fenêtre. Oh, comme c'est beau. Il y a de grands arbres du jardin qui se balancent lentement au vent. Et le parfum des fleurs dans la nuit. De temps en temps, une chouette appelle. Folle de joie, la petite chouette s'envole au-dessus de la forêt et se pose à la cime d'un arbre. Elle survole le village endormi, s'arrête à la fenêtre d'un grenier, s'envole encore plus loin, le vent dans les plumes comme une caresse. Mais de gros nuages montent dans la nuit. Oh, j'ai senti une goutte. Vite, rentrons. Elle vole de toutes ses forces, mais la pluie alourdit ses ailes en peluche. Elle sent ses forces l'abandonner. Courage, je dois y arriver, il le faut. Elle voit le jardin, la maison, la fenêtre. Encore un effort. Vite. Mais ballottée par le vent d'orage, les ailes brisées de fatigue, elle tombe lourdement. À bout de force, elle ferme les yeux. Quand Émilie se réveille, elle est bien étonnée de ne pas trouver sa petite chouette. Maman, j'ai cherché partout. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu ma petite chouette. Ce n'est rien, Émilie. On va la retrouver. Elle ne peut pas être bien loin. Mais la petite chouette reste introuvable. Et Émilie, inconsolable. C'est papa qui la découvre 3 jours plus tard, derrière la haie du jardin où il cherche des escargots. Regardez-moi ça, cette pauvre chouette. Elle est toute trempée, toute sale. On la met à sécher près de la cheminée. Le soir, Émilie retrouve sa compagne. Elle la berce tendrement. Puis, juste avant de s'endormir, elle tire sur la ficelle. D'abord, on n'entend rien. C'est bizarre, tu grinces un peu. Et la musique se met en marche. D'abord tout doucement, puis plus rapide, joyeuse et sautillante. Émilie s'endort en soupirant de bonheur. Tout là-bas, du côté de la forêt, une autre chouette appelle tristement dans la nuit. Mais la petite chouette se blottit contre Émilie et la tête enfouie dans ses cheveux, elle s'endort. Heureusement que ma poupée, elle ne va pas se promener toute seule dans la nuit. Et qu'est-ce qu'elle ferait toute seule? Peut-être qu'elle irait au jardin pour manger des fraises. Oh, je meurs de faim. Allons sortir les bols et les assiettes. Oh oui, ouais, on peut manger dehors. Si vous voulez, oui. On s'installe sous un arbre. D'accord. Choisis une place, Père Castor, et on apporte ton fauteuil. Ouais, Le premier. c'est moi qui vais dedans. Attention, c'est toi dedans. Regarde comme il fait beau ce matin. Oh,
Castor, tu es déjà levé? J'ai profité des heures fraîches du matin pour cueillir des fraises du jardin. On peut en manger? Va donc réveiller les garçons. Il est temps de déjeuner. Oui. Benjamin, grignote, vite! Oh, je sommeille. Il y a des fraises. Oh, quel soleil. Pour le petit déjeuner. On n'y voit plus rien. Asseyez-vous. Voilà. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter. La boîte à soleil. Regardez donc Lise. Elle essaie d'attraper du soleil dans sa petite boîte. Ça y est, la boîte est pleine. Lise la ferme bien vite. Ce sera amusant la nuit de lâcher le soleil dans la chambre pour faire des petites lumières au plafond et sur les murs. Mais François, son grand frère, l'a observé. Lise, qu'est-ce que tu fabriques? Je ne peux pas te le dire. C'est ton cadeau d'anniversaire. Je saurais bien deviner ce que tu as pris dans cette boîte. C'est un trèfle à 4 feuilles. Non. Une bête à bon Dieu? Non. Un papillon? Non. Des graines de pensée? Ou de coquelicot? Non, 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 non. Une fraise? Une groseille? Une mûre? Non, non, et encore non. Un scarabée doré? Pas du tout. Une grosse chenille que je pourrais mettre dans un bocal pour voir comment elle devient papillon. Oh non, c'est pas du tout ça. C'est vivant? Je sais pas. Ça se mange? Non. C'est pour quoi faire? Si tu en mets sur les fleurs, elles s'ouvriront. Si tu en mets sur les bras et les jambes, ils deviendront tout bruns. Si tu en mets sur les cerises vertes, elles deviendront rouges. Et si tu en mets sur une goutte de rosée, tu verras toutes les couleurs qui existent. Eh bien, c'est un drôle de produit. Je ne cherche plus, c'est trop difficile. Donne-le-moi ton cadeau. Non, non. Je te le donnerai ce soir quand la lumière sera éteinte. Lise serre très fort la boîte dans sa petite main. Elle ne veut pas la lâcher, même pour donner à manger à son chat, même pour arroser son jardin, et même pour jouer dans le sable avec son râteau. Il faut que François la débarbouille, lui lave les genoux, boutonne sa chemise de nuit. Il lui donne aussi à boire et à manger. François la couche et la borde. Lise éteint la lumière. François, viens vite, j'ai peur. C'est vivant et ça remue. Pourtant, c'est du soleil que j'ai mis dans ma boîte. C'est impossible, on ne peut pas. Si, regarde la lumière. Ah, oui, c'est drôle, donne. Alors François ouvre la boîte. Mais c'est un ver luisant. C'est une bête? Eh oui. Tu vois, elle a comme une petite lampe sous le ventre. Elle a dû tomber dans ta boîte ouverte quand tu étais dans le jardin. Tu sais, Lise, je suis contente de ton cadeau. On va mettre le ver luisant sur les fleurs de la fenêtre. Il va pondre des œufs partout. Et quand ces petits auront des petits, chaque nuit, notre jardin sera illuminé comme le ciel plein d'étoiles. J'aimerais bien avoir des vers luisants autour de ma maison. Pour avoir moins peur la nuit. Pas du tout. Moi, j'aime bien le noir de la nuit. Ça me fait un peu frissonner. Je suis touchée. Ouais, c'est moi le chat. Doucement, s'il vous plaît.
Ne renversez pas toute la maison. Père Castor, est-ce que les chats passent tout leur temps à pourchasser les souris? Mais non, ils aiment bien dormir de temps en temps au chaud. Alors les souris peuvent enfin vivre leur vie tranquillement? Connaissez-vous l'histoire de la famille Ronge-Tout? La plus mignonne des petites souris. Voici la maison de la famille Ronge-Tout et voici leur fille, la plus mignonne des petites souris. Elle sait danser. Elle sait tricoter. Elle sait faire des gâteaux. Elle sait même jouer du piano. Il est temps de la marier, pas vrai? Tu as raison, il est temps. Mais elle n'épousera que le plus puissant personnage du monde. Car c'est la plus mignonne des petites souris. Et personne d'autre n'est digne d'elle. Monsieur Ronge-Tout décide de marier sa fille avec le soleil. C'est bien le plus puissant personnage du monde. C'est lui qui chauffe la terre et mûrit les grains de blé. Et les grains de blé sont si bons. Pour aller voir le soleil, Monsieur Ronge-Tout met sa plus belle redingote. Il s'installe d'abord dans un train, mais les trains ne peuvent pas aller jusqu'au soleil, n'est-ce pas? Alors il choisit un hélicoptère et fait ses adieux. Et Monsieur Ronge-Tout monte, 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 et arrive au palais du soleil. Le soleil vient de se lever, il reçoit Monsieur Ronge-Tout en robe de chambre. Voulez-vous épouser ma fille? C'est la plus mignonne des petites souris et vous seul êtes digne d'elle, puisque vous êtes le plus puissant personnage du monde. Tu te trompes, mon ami. Ce nuage qui passe est plus puissant que moi. Il me cache la terre et je ne puis l'en empêcher. Alors, vous n'êtes pas celui qu'il faut à ma fille. Il est redescendu vers le nuage. Voulez-vous épouser ma fille, la plus mignonne des petites souris? Vous seul êtes digne d'elle, puisque vous êtes plus puissant que le soleil. C'est lui-même qui vient de me le dire. Hélas, le soleil s'est trompé. Le vent qui souffle est bien plus puissant que moi. Je ne peux l'empêcher de m'emmener où il veut. Alors, vous n'êtes pas celui qu'il faut à ma fille. Je vais aller voir le vent. Et voici qu'il trouve sur une colline un grand moulin. C'est le moulin du vent. Quand ce moulin-là tourne ses ailes, tout s'envole. Oh, voulez-vous épouser la plus mignonne des petites souris? Vous seul êtes digne d'elle, puisque vous êtes plus puissant que le nuage, qui est plus puissant que le soleil, qui est le plus puissant personnage au monde. Hélas, ce n'est pas exact. Cette vieille tour que tu vois là-bas est plus puissante que moi. Depuis des années, je souffle dessus sans avoir jamais pu l'abattre. Alors, vous n'êtes pas celui que je cherche. Je vais aller voir la vieille tour. Monsieur Ronge-Tout est bien fatigué. Il se demande s'il va enfin trouver un personnage digne de sa fille. Voulez-vous épouser ma fille? C'est la plus mignonne des petites souris. Vous seul êtes digne d'elle, plus puissante que le vent, qui est plus puissant que le nuage, qui est plus puissant que le soleil, qui est le plus puissant personnage au monde. C'est le vent lui-même qui vient de me le dire. Hélas, non, le vent s'est trompé. Le souriceau qui ronge la plus grosse de mes poutres est plus puissant que moi, puisque quand il aura fini de me ronger, je m'effondrerai. Sûrement. Voulez-vous épouser ma fille? C'est la plus mignonne des petites souris. Je connais depuis longtemps votre fille. C'est bien la plus mignonne des petites souris et je serais très heureux de l'épouser. Ainsi, la plus mignonne des petites souris épouse le souriceau. Et ils sont bien contents tous les deux. Et toutes les souris de la noce s'amusent beaucoup. Elles se racontent les aventures de Monsieur Ronge-Tout. Celui-ci est bien récompensé puisque sa fille épouse ce gentil souriceau qui est plus puissant que la tour, qui est plus puissante que le vent, qui est plus puissant que le nuage, qui est plus puissant que le soleil lui-même. Il est drôle ce papa souris. Il aurait pu demander à sa fille, non? Il voulait vraiment lui trouver le meilleur des maris. Père Castor, je voudrais voir le monde.
Mais que veux-tu dire par là? Partir, découvrir. Là? Tout de suite? Mais non, quand elle sera grande. C'est bien une idée de fille. Est-ce que c'est bien le désert? Il y en a plusieurs sur notre Terre. Ah bon? Est-ce que tu peux nous les montrer sur l'Atlas? Oui, regarde, au cœur de l'Asie, il y a un très grand désert. Le petit cheval. C'était un petit cheval qui attendait l'heure du départ dans la cour de l'auberge. L'auberge était un caravansérail tout au bord du grand désert. Le petit cheval était tout jeune. Si beau, si impatient, il savait trotter, galoper, ruer et caracoler. Ses jolis sabots faisaient jaillir des étincelles. Oh, regardez, c'est le petit cheval qui va traverser le grand désert. Personne ne faisait attention au vieux chameau. Il mangeait, mangeait, mangeait. Puis il se mit à boire, lentement, longuement, à grande lampée. Mon pauvre chameau, que tu es laid et sale, et que tu as l'air bien fatigué. Il paraît que nous voyageons ensemble. Je serai obligé de te porter. Le chameau ruminait tranquillement. Nous verrons. Nous verrons. Le caravanier arriva, sella le chameau, le chargea d'outres et de ballots. Il s'installa sur son dos. Aïe, aïe, on y va. Le chameau se souleva sur ses genoux osseux, tangua lourdement avant de réussir à se mettre debout. Le petit cheval piaffait d'impatience. Passé la porte de l'auberge, c'était le grand désert. Le cheval devant, le chameau derrière, ils s'en allèrent vers l'horizon. Que c'était long, que c'était lent. De temps à autre, le petit cheval piquait un galop pour se dégourdir les jambes. Mais tu n'avances pas. Je crois que tu ne sais pas t'y prendre. Il semble toujours que tu vas t'effondrer. Si j'étais l'homme, je ne resterais pas sur ton dos. Sans s'arrêter, le chameau avançait, se balançant toujours de droite et de gauche. Tu ne devrais pas sortir de la piste. Mais le petit cheval, si léger, si rapide, filait déjà vers le sommet d'une colline. Je vais découvrir l'horizon. Soudain, une douleur aiguë sous le sabot arrêta net son élan. Il s'était coupé sur un caillou tranchant. Le petit cheval trouvait maintenant que le chameau allait bien vite. Il boitait, il avait soif. L'air sec lui desséchait le gosier. Le vieux chameau alors s'arrêta et cligna de l'œil. L'homme prit une outre et versa de l'eau. Le petit cheval but jusqu'à la dernière goutte. Le chameau, lui, avait bu avant de partir. Le soleil montait toujours plus haut et il tapait toujours plus dur. Le ciel était éblouissant comme de l'argent fondu. Le petit cheval avait de plus en plus mal à la tête. À chaque pas, il sentait dans son front comme un coup de marteau. Il croyait voir le ciel fourmiller d'étincelles bleues et vertes. Le chameau comprit, sans rien dire, il cligna de l'œil et s'accroupit. Le petit cheval vint s'étendre contre son flanc. Ainsi attendirent-ils le soir violet qui rafraîchit les voyageurs. Puis vint la nuit froide et claire, la nuit immense du désert. Ils repartirent à l'aube. Le chameau devant, le cheval dans son ombre, l'un contre l'autre, un pas après l'autre. Et le voyage dura des jours et des jours. Un matin, le soleil se leva triste et sans rayon. Un vent de sable accourut des profondeurs du désert, sifflant et rugissant, soulevant des millions de grains de poussière qui piquent la peau comme des aiguilles. Il fallut s'arrêter. Le caravanier s'enveloppa dans son manteau. Sans broncher, le chameau se tenait la tête droite dans la tempête. Le petit cheval vint se réfugier contre lui et cacha ses naseaux fragiles dans le poil épais. Il écoutait battre le grand cœur tranquille du vieux chameau. Il s'endormit. La tempête s'éloigne. Alors, en route. La piste était effacée, mais le chameau sut la retrouver. Enfin, un jour, parut au loin le pays des vertes collines. Des troupeaux broutaient le long d'une pâle rivière. Le petit cheval, se penchant pour boire, aperçut son reflet. Il ne se reconnut pas. C'était dans lui cette bête grise et sale, au poil collé par la poussière. Il regarda le vieux chameau qui mâchonnait, toujours égal à lui-même. Il ne vit plus un vieux chameau fatigué, il vit ses grands beaux yeux, son front dur, sa fière allure. Un fameux compagnon. Chameau, sans toi, jamais je ne serais arrivé jusqu'ici. Je ne connaissais pas le grand désert. L'homme m'a donné du sel. Tu veux en lécher un peu? N'es donc pas aussi étourdi que tu en as l'air. Et ils partagèrent le sel comme deux vieux camarades du désert. Moi aussi, je voudrais aller dans le désert. Eh ben, c'est contagieux. Est-ce que le monde est grand? Et vous des bien petits. Elle
cabane. Et toi, Fougère est bientôt fini? C'est fait bon, on pourra même y dormir. Ouais, il faudra demander à Père Castor. Allons-y tout de suite. On pourra l'inviter dans notre cabane. Bonne idée. Père Castor, tu voudrais? Qu'y a-t-il? Oh ben, on voudrait t'inviter Dans notre cabane. Plus tard, les enfants, plus tard. Je viens de lire une histoire passionnante. Le petit chacal très malin. Dans un village de l'Inde, un tigre était enfermé dans une cage de bambou, attendant d'être vendu à une ménagerie. Un brahmane passait par là. Oh, frère Brahman, je meurs de soif. Ouvre-moi la porte et laisse-moi sortir un instant pour aller boire. Mais si j'ouvre la porte, frère tigre, tu es bien capable de me sauter dessus et de me manger. Comment peux-tu croire une chose pareille, frère Brahman? Ouvre-moi juste une petite minute pour chercher une goutte d'eau. Dès qu'il fut dehors, le tigre sauta sur le brahman. Mais frère tigre, et ta promesse? Ce n'est pas juste. J'ai faim, je mange, rien n'est plus juste. Ce n'est pas possible. Tu manquerais à ta parole et tout le monde te donnerait tort. Demandons l'avis des 5 premiers êtres vivants que nous allons rencontrer. Veux-tu? Soit, mais dépêchons. Sur le bord du chemin, ils rencontrèrent un grand figuier banyan. Frère Bagnan, est-il juste que le tigre me mange après que je l'ai fait sortir de sa cage? Dans la journée, quand le soleil est brûlant, les hommes sont heureux de se reposer dans mon ombre et de se rafraîchir avec mes fruits. Quand vient le soir, ils arrachent mes feuilles et cassent mes branches. Les hommes sont des ingrats, que le tigre mange le brahman. Pas encore. Nous n'avons entendu qu'un seul avis. Plus loin, ils trouvèrent un très vieux buffle couché dans les marécages. Oh. Frère Buffle, j'ai délivré ce tigre de sa cage et maintenant, comme récompense, il veut me manger. Est-ce juste? J'ai servi mon maître toute ma vie. J'ai tiré ses charrues, porté des fardeaux et promené ses enfants sur mon dos. Maintenant que je suis vieux, il refuse de me nourrir. Alors la justice du tigre vaut bien celle des hommes. Non, non, frère tigre. Ce n'est que le second et tu m'en as accordé 5, souviens-toi. Bientôt, ils aperçurent un aigle. Oh, frère aigle, toi qui planes dans les cieux, dis-nous s'il te semble juste que ce tigre veuille me manger après que je l'ai fait sortir de sa cage. Moi qui vis dans les nuages, bien loin des hommes. Je souffre cependant par eux. Ils me lancent des flèches et viennent jusqu'à mon aire pour tuer mes enfants. Les hommes sont cruels. Que le tigre mange le brahman. Cette fois, le brahman eut bien du mal à persuader le tigre d'attendre encore. Dans la vase du fleuve somnolait un vieux crocodile. Oh, frère crocodile, tu es plein de sagesse et d'expérience. Sois juste, j'ai délivré ce tigre d'une cage où il était enfermé. Et pour toute récompense, il veut me manger. Lui donneras-tu raison? Quand j'étais jeune, les hommes me craignaient, me laissaient en paix. Maintenant que l'âge m'alourdit, ils m'attaquent de toutes les façons. Et si je ne fais bonne garde auprès de mes œufs, ils les écrasent à coups de pierre. Les hommes sont aussi lâches que cruels. Que le tigre mange le brahman. Cette fois... Encore le 5e. Un petit chacal trottait sur la route. Frère chacal, frère chacal, frère chacal, aie la bonté d'écouter notre histoire et après tu nous donneras ton avis. Le brahman lui raconta l'histoire, mais il n'avait pas l'air de comprendre. Expliquez-vous clairement. Est-il juste que ce tigre veuille me manger, moi qui l'ai fait sortir de sa cage? De sa cage? Quelle sorte de cage était-ce? Une grande cage en bambou. Elle est là-bas. Oh, je n'y comprends rien. Vous feriez mieux de me montrer la chose. Voyons un peu, frère Brahman. Où étais-tu placé? Ici, sur la route. Tigre? Où étais-tu? Dans la cage, parbleu. Je vous demande bien pardon, monseigneur. Si vous vouliez bien me montrer comment... Enfin, dans quelle position vous étiez? Comme ça, imbécile. Oh, merci, je comprends. Mais pourquoi y restiez-vous? Idiot, la porte était fermée. La porte fermée? Oh, je ne vois pas très bien. Comme ça. Très bien. Mais je ne vois pas pourquoi le tigre ne pouvait pas l'ouvrir. Le verrou était fermé comme ceci. Ah, il y a un verrou. Eh bien, frère Brahman, maintenant que le verrou est poussé, je vous conseille de le laisser comme ça. Quant à vous, Seigneur Tigre, bon appétit. Pauvre tigre, le voilà enfermé. Il est tellement bête et tellement vorace. Vous me montrez votre cabane? Ah oui, tu es notre invité. Est-ce qu'elle est solide? Ah oui, très solide et confortable.